Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve au hashtag festival juste derrière nous. On est le 23 octobre, je suis avec Mehdi. Ouais. Donc là on va rentrer tout de suite, il est exactement quasi 11h, on a une interview tout de suite. Donc aujourd'hui ce qui est prévu c'est qu'on va vous montrer comment ça se passe à l'hashtag festival. On va interviewer des invités mais aussi interviewer des gens qui sont présents ici. Alors salut à tous, on est avec Alexane et Rems, youtubeurs, streamers. Merci d'être là pour notre interview. Alors quelques questions rapides sur YouTube, Twitch. Déjà j'ai vu que tous les deux, vous faisiez pas mal de vidéos, mais vous êtes aussi maintenant aussi beaucoup de streams. Que pensez-vous du stream par rapport aux vidéos? Qu'est-ce que ça vous apporte et comment ça vous aide? Par rapport aux vidéos, c'est déjà, t'es plus proche de ta communauté, je trouve. Et ça, c'est cool parce qu'on peut interagir avec eux, alors que sur les vidéos de base, on est censé, on peut pas répondre à part aux commentaires, tu vois. Donc moi déjà, je fais beaucoup de streams sur YouTube, donc j'ai pu parler pas mal avec les gens du chat et j'aime beaucoup interagir avec eux. Et sinon, c'est différent en fait, c'est deux milieux différents. Après, Moi je trouve que tu vois, pour un mec comme moi qui a fait 50 vidéos YouTube, pour l'instant, ça veut dire que les streams sur Twitch, ça te change la routine, tu vois. Genre t'es plus dans l'aspect, je vais faire de la production, donc écriture, montage, etc. Là c'est plus de l'immédiat, tu parles aux gens, t'interagis, et finalement, c'est comme il dit, c'est différent, mais moi je trouve que ça apporte vraiment, ça casse ta routine de créateur. Et ça apporte un nouveau public finalement, et tu peux faire plus de choses que tu fais pas forcément sur ta chaîne, tu vois. Et donc c'est pas mal. ça demande moins de travail, on va dire, mais plus de régularité. Mais pour par moi. contre, animer un Ça stream, demande, ouais. c'est un autre, je vais pas dire un talent en plus à avoir par Si, rapport au c'est un montage. talent, c'est un Mais talent, par contre, c'est un c'est talent. animer, c'est plus dur que ce que l'on pense. Parce que pour maintenir les viewers, que le fait de les faire venir, les impacter, etc., pour qu'ils s'abonnent et qu'ils restent là en termes de constance, tu vois, c'est pas facile. Parce que qu'une vidéo, tu peux camoufler, être drôle sur des montages et tout, mais là, c'est vraiment de l'immédiat. Là, tu peux pas faire Là, si t'es semblant. pas drôle, tu vas juste bider du début à la fin. T'as pas un montage qui va te cacher que t'es pas drôle. Donc à un moment donné, c'est un métier différent finalement. Tu vois, streamer. Merci beaucoup. Notre question, quelle est la première chose qui vous a motivé à faire des vidéos sur YouTube, sur internet, des streams, tout ça? Vas-y, je te laisse répondre. Alors moi, il y a 5 ans, je m'étais simplement dit, je me dis que s'il y a des gens qui sont capables de partager leur avis sur des sujets qui nous passionnent tous, mais tu sais, et le faire d'eux-mêmes, je me suis dit pourquoi je pourrais pas le faire moi. Et donc du coup, j'ai essayé vite fait parce que je le faisais déjà avec mes potes. Je me suis dit vas-y, je vais élargir ça en faisant des vidéos. Et en gros, je l'ai fait à plus grande échelle, petit à petit, en faisant des vidéos. Et du coup, quand les abonnés ont commencé à apprendre, au final, tu te dis, maintenant que j'en suis là, je peux aller encore plus haut et pourquoi pas le faire en tout cas peut-être mon métier finalement, passer du stade de passion à passion plus métier, tu vois. Et voilà, donc ce qui m'a passionné simplement apprendre des choses aux gens et peut-être leur faire apprendre des choses finalement et leur donner un nouveau regard finalement sur les licences qu'ils aiment. Tu vois, apprendre à les décrypter et des fois aller plus loin que simplement leur propre vision qu'ils ont quand ils lisent un manga ou ils voient un animé. Et quand tu leur fais découvrir des choses, là t'es content. Et encore plus quand tu leur as donné envie d'aller plus loin dans l'œuvre en fait. Ça c'est trop bien. Alors moi du coup pour la question, moi c'est plus à la base je regardais beaucoup de youtubeurs tu vois et je voulais faire comme eux. Même toi je te regardais à la base. À la base j'étais à tes abonnés frère. Et du coup je le regardais et je voulais faire comme eux. Et du coup je me suis dit faut que j'achète du matos. Donc petit à petit j'ai acheté plein de matos au fur et à mesure pour me construire un peu de la qualité. Parce que quand tu es sur YouTube il faut quand même avoir une qualité, au-delà du son. De toute façon même toi t'as un micro tu vois, t'as acheté, t'as investi. Sonore, visuel. Et le montage aujourd'hui, le Voilà, public oui, devient le montage. exigeant parce que le public Ouais. normalement c'est des vidéos gratuites, il a rien à dire en soi. Mais pour le coup, ouais, le montage devient de plus en plus exigeant et si tu veux te démarquer des autres en fait, c'est dans le sujet aussi qui sont originaux. Sinon, si tu fais comme les autres tout le temps, tu n'as pas d'identité, et ça sert à rien. Faut faire ce que t'aimes, mais en essayant d'avoir tes propres concepts, ou alors les refaire à ta sauce. Et vraiment, quand tu as le matos, le son, vidéo et tout ça, après ça roule tout seul. Voilà, après t'as ta personnalité, tu vois. J'aime bien, tu crées un contenu que t'aimes et en plus de ça tu rajoutes ton côté créatif avec le montage que tu peux faire à ta manière et puis ton côté créatif, comment tu t'exprimes, comment tu parles. La vidéo tu peux la faire à ta façon. Et après pour moi le mieux dans une vidéo et ce qui me motive c'est les commentaires, tu vois, les gens ils réagissent, après ils disent ouais j'ai aimé la vidéo, voilà, ils te donnent des conseils. Quand c'est constructif ça va et que c'est pas genre débile, Si des fois t'as des conseil à remarques. donner vite fait, ne faites jamais un contenu que vous n'aimez pas ou que vous n'êtes pas prêt à assumer pendant X temps parce qu'en fait quand tu vas faire un truc que tu n'aimes pas, ça se voit mais à 15 km que tu fais l'acteur.
à dire que j'aime bien, ce qui est pas fait. Et le problème c'est qu'à un moment ça va te lasser. Et pour peu que ce concept-là que tu n'aimes pas fonctionne, bah t'es piégé dans cette spirale où tu vas devoir le faire limite pas toute ta vie, mais pendant très très longtemps. Et ça va te dégoûter de faire des vidéos. Moi je me suis jamais forcé. Donc voilà, faut Je vraiment me suis faire jamais ce que forcé. t'aimes, au Les rythme abonnés que le tu savent. veux, et Ouais. pas t'épuiser à la tâche non plus, parce que c'est avant tout pour t'amuser. Et voilà, faites pas comme moi à tryharder trop et après des fois. T'es déjà arrivé de faire des vidéos que t'as regretté un peu d'avoir faites après? Regretter, je dirais pas regretter en sens que ouais elle puait la merde et je l'ai fait quand même, mais en mode j'ai arrêté parce que des fois il y a des vidéos si tu veux, moi j'avais tellement voulu avoir une constance, donc ouais des fois il y a des posts, je leur disais ben non je l'ai pas en soirée, il faut que je finisse ce montage là pour demain, des fois j'ai annulé telle chose, telle sortie pour faire ça et ça je l'ai fait au début, maintenant je le fais plus parce que voilà tu prends un peu de recul sur les choses et les choses les plus importantes finalement. Mais Attends, prends le micro. Hein. je sais pas, ouais, faut pas non plus se surcharger, se surmener parce que mentalement, le mental s'y suit plus au bout d'un moment. Si tu te poses trop de questions, si t'es pas bien, là ça va pas suivre. Mais j'ai pas vraiment de regrets sur des vidéos. Juste sur le fait de la façon dont je l'ai fait, dans le sens me surcharger de travail pour ça, ça vaut pas le coup, tu vois. Moi, au contraire, il y a une vidéo que je regrette un peu, tu vois. De toute façon, maintenant, je l'ai supprimée. En gros, c'était une vidéo ouais, où je donnais mon avis sur Inazuma Eleven Orion, donc c'est un animé. Et je disais qu'il était incroyable, mais en fait, j'ai réagi à chaud. Et c'était en cours de l'animé, il n'était pas fini encore. Donc je disais, ouais, il est trop bien et tout. Ça, c'était les premiers épisodes. Et au final, c'était éclaté. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. Ouais, mais après, ça Par rapport à mon avis que j'avais donné en cours de l'animé. Après, je pense que ça, Quand j'ai vu la fin, j'ai trouvé ça. Je parlais vraiment, je pensais de vidéos style éclaté, Ah oui, non, oui, non. Ah oui, ça. ça, ouais, mais c'est à mon niveau, tu vois. Bon, après, y a pas C'est vraiment vrai, de. J'ai pas vraiment fait de bad buzz, tu vois. Ah ouais. Ah, merci, très intéressant. En parlant d'Inazuma Eleven rapidement, Inazuma Eleven Great Road of Heroes, est-ce que vous avez encore de l'espoir ou c'est vrai vachement. Alors un coup avant des Ouais, je sais que c'est une question difficile, mais voilà. Alors moi ce qui m'énerve c'est que ce jeu là il devait sortir il y a longtemps maintenant, que moi je prends mon cas à moi j'ai 26 ans et du coup je sais que s'il sort dans 2 ans donc en 2023, donc à 28 ans j'aurais peut-être d'autres priorités que je vois Inazuma ou forcément non mais en vrai en fait, tu sais pas dans combien tu sais l'année prochaine ce que tu vas faire et tout, parce que moi les enfants j'en aurai pas avant 5-6 ans tu vois un truc comme ça, mais imagine que tu grandis, forcément tes concepts vont changer, donc toi t'es le public fan et même si nous tu vois, on a les chaînes phares références d'Inazuma, ben on en parle déjà moi j'en parle déjà de moins en moins parce que j'ai d'autres contenus qui sont passés devant et tout ça et que j'apprécie plus et forcément dans 2 ans je me dis ben malheureusement ma hype déjà elle diminue de plus en plus, elle est déjà pas bien grande aujourd'hui, donc j'ai peur que mon public aussi il va lâcher aussi. C'est encore il donnait des nouvelles du jeu Voilà. régulièrement, ça nous hyperait. Pour moi level 5 pour faire globalement et ils sont pas loin de la faillite et en plus de ça ils ont une stratégie marketing qui est nulle. Et moi je pense que c'est pas forcément au mec qui prend les décisions que j'en voudrais, c'est tous les connards autour de la table qui prennent aussi la décision. Ça c'est chiant par contre. Je pense que peut-être qu'ils sous-estiment le potentiel d'Inazuma aussi. Hein. Non, c'est juste que. Non. Alors, je pense qu'ils sous-estiment, mais. Ils se disent ça va peut-être pas marcher En forcément. fait, c'est pas comme Pokémon où, imaginons Pokémon s'arrête et ils sortent un truc dans 5 ans, ça marchera toujours, ça reviendra. Inazuma, ça a pas la même prestance qu'un Pokémon. Et donc, pour moi, ça, tu peux pas jouer sur la chance comme ça éternellement. Ils ont pas su renouveler le public. Et En fait, le jeu de base il devait sortir en 2018. Hein. À l'époque, ça, ouais. Après l'animé Orion, il devait sortir pour la Coupe du Monde. Et là, on est en 2021, 2022 presque, et toujours rien. Mais j'ai toujours de l'espoir. Moi, pour répondre à ta question, j'ai toujours de l'espoir. C'est foutu après derrière. Si la stratégie marketing ne marche pas et que ton public du coup il est mal informé et tout, Ils refont un animé. Au pire, refaites un animé. Au pire, vous nous appelez pour le scénario. Level 5, si vous passez par là, appelez-nous pour le scénario. On vous le fait. On vous fait un truc stylé. Mark Evans au lycée. Bah ça on en a parlé, Mark Evans Voilà. au lycée, ça aurait dû être la suite logique pour continuer que le public il continue de suivre la série, que les personnages qu'il connaît et pas attendre 3 ans et qu'il passe sur Go et que tout le monde oublie, tu vois. Parce que finalement c'était un peu Osef tiers, donc voilà, c'était mon avis. Ça marchait encore bien quand même. Ah ça marche, c'est relatif. Mais aujourd'hui, ouais, c'est vrai que ça marche beaucoup moins. On a parlé de Pokémon très rapidement, Pokémon Legends Arceus, remake de Diamant et Perle aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes hypé ou... Moi, je suis hypé. Doucement. Ça me hype plus celui-là que le jeu des remakes Perle et Diamant. Perso. Le problème des remakes, et en fait c'est pour ça que ça me hype pas, c'est qu'en fait c'est pas un remake, c'est un remaster. Et y a déjà t'as une énorme nuance parce que tu te dis remake, si c'est comme Ruby Omega par exemple par rapport à Emerald ou Heart Gold Soul Silver qui rajoute des choses par rapport à Or Argent Cristal. Surtout, il va coûter 60 Ouais, balles. tu dis 60 on va se régaler, tu dis voilà, mais au final t'auras aucun dialogue qui a été changé, t'auras aucun Pokémon en plus, t'auras aucune méga évolution en plus. Tu auras des DLC. T'auras même pas les méga évolutions d'ailleurs, je le dis. Non, dans les premiers Diamants et Perles, t'auras pas, enfin les remasters, t'auras pas. C'est vraiment le même jeu, que t'auras avec des graphismes pas forcément plus beaux. Parce que je suis désolé pour de la Switch, on dirait Animal Crossing, enfin on dirait le jeu modé à l'Animal Crossing, c'est pareil. Il est pas beau, avec les traits pas mal faits et tout. Par contre, Arceus, je suis hypé, mais en même temps, je suis pas trop hypé parce que j'ai pas d'être déçu. Parce que quand tu vois Breath of the Wild sorti en 2017,
et qu'il y a bientôt 5 ans, parce qu'il sort en 2022, du coup dans 5 ans après, Arceus, bah techniquement il est moche quoi. Et moi j'ai peur que le jeu soit très vide, parce qu'en plus c'est pas un monde ouvert, ça va être un jeu un peu comme Monster Hunter. Tu reviens dans le hub, le village, et après tu pars explorer des zones que tu auras sélectionnées. Donc c'est vraiment un peu comme Monster Hunter version Pokémon. Et donc même si tu auras un grand monde, tu vois, mais pour moi j'ai peur que le gameplay tourne en rond et qu'on ait vite pas grand chose à faire, et que le jeu tu te fasses plus chier que prévu. Après, rien que le fait que ça se passe à Sinnoh et avant, Ouais, dans l'ancien temps, ça, rien que je suis hypé ça. Après c'est stylé, t'as Et des même théories, Arceus, c'est un Pokémon voyage de dans le fou, temps, il est trop intéressant. Mais pour moi, le jeu, j'ai peur de me surhyper pour rien. Et en fait, je sais que c'est Game Freak et qu'ils vont faire le minimum. Et ils sauront qu'ils vont gagner de l'argent. Mais on va quand même l'acheter. Mais l'acheter, 60 balles, je vais avoir mal au cul, comme tout le monde. Mais le jeu, on va y jouer, on va peut-être kiffer. Mais par contre, Diamant et Perle, 40 balles, ça me fait chier de les mettre pour un remaster. Ok, merci, bah ouais, ça se comprend. Dernière question. Est-ce que là en ce moment vous avez un manga ou un animé que vous voudriez recommander, faire découvrir aux Moi, gens? j'en ai un de foot en plus. Allez, dis-nous. Blue Lock. Ouais, tu as fait une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo dessus. En gros, Ça a marché. c'est un manga animé de sport qui va prendre les 300 meilleurs lycéens attaquants du pays du Japon. Ça se passe après la Coupe du Monde 2018. Et en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est un centre de formation pour trouver l'attaquant ultime, le nouveau Ronaldo, mais du Japon. Ce qui ne se passera peut-être pas dans la réalité, mais dans le manga, en tout cas, voilà. Donc voilà, c'est un centre de formation ultra dur. C'est une espèce de battle royale autour du foot. Ils ont des Et, épreuves, tout ouais, ça. des épreuves, genre, Il y a un peu l'élimination pour créer attaquant. Mais moi là vraiment, je suis à c'est fond dedans incroyable. et c'est vraiment incroyable, genre c'est ultra sérieux, c'est plus mature qu'Inazuma pour moi. Après je dirais pas que c'est mieux, mais toi tu dis que c'est mieux, mais Blue Lock pour moi c'est le meilleur animé, c'est le meilleur manga de foot. Pour moi il y a plus l'animé qui sort en 2022. Pour moi il n'y a pas mieux en termes de côté épique, les dessins, etc. L'histoire et même surtout que ça change. C'est pas un vrai anime, enfin c'est pas un truc classique du style t'as le merdeux qui va faire des tournois, qui comme par hasard va gagner parce que c'est le héros. Là c'est vraiment trash ce qui peut se passer à des moments et vraiment ça te montre aussi la réalité des centres de formation et etc. Vraiment du foot pour devenir pro quoi. Et moi ça m'a rappelé des trucs que j'avais vécu aussi donc c'est trop bien. du coup toi aussi tu dis bloc ou tu dis un autre truc Bah c'est Blue... Ah non, j'ai pas Blue... Moi je dis Tokyo Revengers. Tokyo Revengers c'est la base. Vraiment c'est le manga aujourd'hui qui il a débarqué dans mon top 5 ou top 10 tous les animés confondus parce que l'écriture et moi je suis très fan surtout de l'écriture des mangas. Genre pour moi SNK par exemple c'est le manga le mieux écrit de l'histoire. Il y a pas mieux. One Piece en deuxième, mais vraiment les deux c'est incroyable. Mais Tokyo Revengers en termes de tu sais c'est un shonen mais le mec il aborde le thème du shonen mais d'une façon d'un angle totalement différent parce que certes le héros il revient dans le passé mais il a droit qu'à une chance. Il peut pas revenir à l'infini et ça c'est trop bien. Et du coup les personnages, l'écriture, même les émotions qu'on te transmet, parce que l'animé est beau mais le manga est encore plus beau et ça c'est fort. En général tu kiffes plus l'animé que le manga, mais là c'est l'inverse. Et c'est incroyable et vraiment c'est Tokyo Revengers. Si allez voir l'animé vous allez surkiffer, après le manga vous l'achèterez et vous penserez à moi. Voilà, vous les avez entendus, allez lire Blue Lock et Tokyo Revengers. Donc voilà, merci à vous Alexandre et Rems pour avoir répondu à l'interview. Ça nous a fait plaisir aussi. Voilà, merci. Ciao. Salut Jigito. Salut, enchanté. C'est un plaisir de t'interviewer aujourd'hui. T'es mangaka. Donc c'est quoi qui t'a poussé à devenir mangaka? Dragon Ball. La base. Non, en fait, en gros, c'est en fait depuis tout petit, j'aimais beaucoup tout ce qui était cartoon, Simpson, Tortue Ninja, ce genre de choses. Et ouais, il y a Dragon Ball, ça m'a bousillé dans tous les sens du terme. Mais c'est ça qui m'a donné envie de justement de dessiner. J'aimais aussi beaucoup faire rire mes potes. Donc je faisais pas mal de caricatures et tout. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas raconter mes propres histoires, créer mes propres univers, ça peut être cool aussi. Ouais. Est-ce que t'as pris des cours? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a poussé? Ou t'as juste dessiné dans ton coin pendant des années? Ah, c'est école de la rue, mon gars. Au début, tu fais des pompes avec une main, deux mains, après sur les doigts, et puis après avec un rocher derrière. Non, c'est vrai, en autodidacte quoi. En autodidacte, ouais, à fond. c'est Donc, ouais, d'accord. T'es allé à la Shueisha, c'est ça, hein? T'as proposé tes dessins à la Shueisha? Ouais, si, j'ai participé à 2 concours en fait. J'en ai fait un, c'était dans le cadre du Magic, c'était en collaboration avec la Shueisha. Et donc c'était avec justement le manga, voilà, Marie Kim Pride, c'était ma première participation que j'avais fait pour le Magic. Et j'ai été coup de cœur du jury avec justement, c'était le boss, c'était comment il s'appelle déjà, l'auteur de Kuroko Basket. Je l'ai pas le nom non plus. ouais. Mais c'est le mangaka de Kuroko no Basket. Ah, Kuroko Basket, enfin Kuroko no donc, Basket.
il m'a même mis un petit mot, tout ça, machin, par mail et tout. Et ça m'a beaucoup touché. Donc le fait que tu as un mec que tu kiffes en plus qui valide ton taf, c'est génial. Et la deuxième fois, c'était pour le prix du Tezuka. Et là, j'avais fait. Là, pour le coup, le Tezuka, c'est un autre délire. T'as tous les Yonko. Il y avait. Le boss final. Alors, il y avait tous les boss finaux. Il y avait, je crois, il y avait Takehiko Inoue. Il y avait Toriyama. Il y avait Oda. Il y avait le gars de Blue Exorcist aussi. Et pour le coup, j'ai pas gagné, malheureusement. Mais je suis arrivé je suis tombé dans le top 9 des mangas les plus lus et les plus appréciés du concours. C'est un truc de fou, non, franchement, c'est un truc de fou ce qui t'est arrivé. Félicitations, hein, franchement. Ouais, c'est gentil. Franchement, félicitations, c'est un truc de fou. Déjà que l'auteur de Kuroko no Basket te dise j'aime bien ton taf. Voilà, c'est ça, c'est le fait de savoir que ce que tu fais a un niveau, tu vois, que publiable et tout ça. Tu joues dans la cour des grands, tu dis putain, moi je suis un mec du 9-4. Il y a des mecs du Japon qui m'ont dit ouais, j'aime bien ton taf. Non, bien, frérot. On va passer à une autre question. Alors, que penses-tu de Bakuman si t'as lu ou vu? Alors, j'ai lu et j'ai vu. Bakuman, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, beaucoup plus la version animée, bizarrement. Parce que pour moi, je le vois pas comme un manga sur les mangakas, mais c'est un manga de sport. Ouais. De sport, mais parce que t'as tous les trucs le rush, tout ça, non? Voilà, t'as les entraînements, t'as le mec il va faire ses premiers one-shots, ça perce pas, il a des rivaux, il y a des compétitions, machin, ah ouais, mais lui il va... Tu vois, c'est vraiment comme un manga de sport, mais j'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, je me suis grave reconnu dans la psychologie des persos, parce qu'il y a dans tous les mangakas qu'il y a dans l'œuvre, t'as une facette en fait d'une personnalité. Voilà, t'en as un qui est un peu dans sa bulle, mais qui est trop craqué. T'as le mec qui doute, mais qui lâche pas l'affaire. T'as celui qui va s'inspirer un peu de ces événements un peu tragiques pour extérioriser un petit peu ces trucs et tout. Et pour le coup, Bakuman, j'ai beaucoup aimé, parce que le truc c'est que t'as le côté faire des mangas c'est cool et tout, mais t'as le côté pour faire des mangas faut travailler à mort. Tu les vois la plupart du temps dans leur atelier, à charbonner des planches, à se manger des recals, ouais non ton truc il est pas machin. Après ça c'est plus dans le manga japonais, on est d'accord, hein? Pour le coup, là, Bakuman, c'est typiquement comment ça marche au Japon. Ouais, mais en France, c'est vraiment pas la même. Et ben en transition, t'as parfaitement fait la transition. Est-ce que toi, t'as déjà voulu abandonner le métier de mangaka? Alors, pas abandonné, mais au début, moi, j'étais plus dans un délire, tu sais, franco-belge. Ouais. Tu sais, comme j'aimais vraiment la BD. De 40 pages, couleurs, tout ça. Et à un moment donné, je voyais, pareil, hein, j'envoyais mes dossiers, je me mangeais des recals, tout ça. Et c'est vraiment au moment où justement, comme j'ai rencontré justement le chef Otaku, et lui, on a bossé ensemble. Tu dessines un manga avec lui, hein? Je fais un comics. C'est un comics qui s'appelle Dirty Cosmos. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, tiens, vu que je suis dans le move et tout ça, vas-y, tu sais quoi, je vais me mettre en mode mangaka. Donc ça a été justement le défi de partir sur comment découper tes planches dans le sens de lecture japonais, voir un petit peu comment tes cadrages, tous ces trucs-là qui te demandent du taf. Et pour le coup, c'est pour ça que je reviens à Dragon Ball. Dragon Ball, tu peux dire ce que tu veux, que les planches, du scénario et tout ça, c'est lisible. C'est lisible. Même moi qui suis pas un pro du manga comme toi, c'est lisible. Tu sais, c'est bien découpé, c'est Toriyama. C'est que même t'as pas besoin de bulles, tu comprends ce qui se passe. Même les chara design, tu vois que lui il a une tête de ouf, lui il est méchant, lui, elle est un peu, elle est gentille, tout ça. Ouais, donc c'est vraiment ces trucs là que j'ai mis en œuvre pour faire mes mangas.
Donc là, tu nous as parlé que tu faisais du comics, enfin voilà, que tu as, Ouais, j'ai fait du plusieurs comics. sources d'inspiration. Est-ce qu'il y a une œuvre, que ce soit un manga animé, même un film, un comics, un roman, n'importe quelle œuvre, qui a été une grande source d'inspiration pour toi? Pour moi, Sauf Dragon Ball. Non, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Là, dernièrement, là, je suis sur Chainsaw Man. Gros travail de fou. C'est Fujimoto. Il m'a giflé. D'ailleurs, en parlant de Bakuman, tu parlais de Bakuman tout à l'heure, il a fait un petit one-shot qui s'appelle Look Back. Oui, sur le manga, je l'ai lu. Ouais, C'est ouais. une mangaka, c'est ça? Enfin, Voilà, un c'est duo- deux duo de mangaka. duos de mangaka qui et le truc, c'est que c'est limite, c'est Bakuman, mais pour les dépressifs. Oui, pour les dépressifs. Alors, vite fait, le pitch de l'histoire, c'est je crois qu'elle perd son ami, c'est ça? Enfin bon, faut lire le one shot, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et le truc en un one shot, l'histoire complète. complet. Et même en termes de découpage, de Ouais. narration, c'est un truc de fou. Donc voilà, ouais, Fujimoto en ce moment, là, je suis en train de Sharingan un petit peu sa manière de faire. Donc là, ton manga du moment, parce que là c'était la prochaine question, ton manga du moment, du coup c'est Chainsaw Man, c'est ça? Alors, Chainsaw Man, et après, je regarde. Je m'intéresse un peu à tout. J'aime bien Kaiju numéro 8. Qu'est-ce que j'aime bien sinon qu'est-ce que je lis? Attends, bouge pas. Bah, One Piece. One Oh là là. One Piece. Star. One Piece. Bah oui, One Piece, Kaido, tout ça là. Mais Wano, accélère un peu, on est fatigué là. Mais ouais, One Piece. C'est un classique One Piece en fait, parce que My c'est un Hero classique. Academia. Pour le coup, je suis la parution française, donc je suis en plein arc adventure Ouais. entre guillemets. J'ai une autre question par rapport à My Hero Academia. Est-ce que tu trouves que ça se rapproche du comics? En plus, moi j'ai eu ma période comics et Horikoshi, tu le sens, c'est un bousillé de comics. Un bousillé de fou. Je crois qu'il a fait des dessins d'ailleurs. Je crois que c'est Spider-Man qui l'a dessiné, je suis plus trop sûr. Mais Il a en même tout fait des refs à Spider-Man, même tu vois par exemple le costume d'Izuku, c'est complètement kick-ass, tu vois. ouais. Donc tu le sens que c'est un mordu de comics. Ouais, My Hero Academia, c'est. Est-ce que. Enfin, qu'est-ce que t'aimes le plus dessiner? Moi, ce que j'aime le plus dessiner, c'est transmettre des émotions à travers les visages. Moi, je suis de l'école, tu vois, tu sais, tout ce qui est caricature, tout ça. Donc, des trucs genre à la, Mob Psycho 100, tu Ouais, vois, avec des gueules de ouf. Il y a ce genre de manga. Même les Furios aussi, j'aime bien Ouais, tu sais, les mecs avec des gros sourcils vénères, avec des bananes de ouf à la Slam Dunk, Tokyo Revenger, ce genre de trucs. Crows aussi. C'est des trucs qui me parlent. T'as une grande culture manga en vrai, c'est un truc de fou. Tu lis tout, franchement, tu lis tout. C'est ça, c'est que je peux aussi bien lire du manga que je lis de la franco-belge, je lis des romans. Là, dernièrement, je big up Melfis, c'est mon gars sûr, qui m'a fait découvrir aussi pas mal de manhwa, de mangas, de webtoon aussi, j'en ai lu. Solo Leveling, là, The Boxer aussi. Il y a, comment ça s'appelle? Un truc avec un insecte là, j'ai plus le nom. Jungle Juice. Ah, je l'ai pas, je connais pas. C'est en gros, c'est le mec il se fait asperger d'un insecticide et il a. En fait, c'est un. Il devient un peu Spider-Man, mais d'un autre insecte. Voilà, mais le truc, c'est que le mec il cache ses ailes de Lubilule parce que c'est le BG du lycée, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, genre coupe coréen, Ouais, tu vois, voilà. K-pop, tout ça, tu vois. Non mais c'est cool parce que aussi ça se ressent dans tes œuvres à toi, ça se ressent parce que ça a beau être un manga, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ouais, c'est un Mais il y a manga, des inspirations, c'est un manga. il y a des inspirations comics. Enfin Ouais, moi ouais, de ce que j'ai vu, Il il y a du cartoon, voilà du cartoon, il y a du franchement non. Et puis c'est vrai que t'as un beau trait de crayon, franchement. ouais, faut- Ça me touche, merci C'est beaucoup. Tu vois, même là, tu vois, il y a du Baki, Oui, il y a voilà. du Vinland, il y a du Promise Neverland, Ouais. il y a de. Ouais, bah, par exemple là tu dessines du TPN comme tu peux nous dessiner du Zootopie par exemple, du Mario, ouais, c'est ça. tu dessines de tout. C'est ça moi c'est ça que je trouve bien chez toi, c'est que tu dessines de tout, c'est que t'es pas limité à un style. Non, c'est ça. J'aime bien justement être curieux en fait. Ouais. C'est ça qui Découvrir. c'est ça qui fait que justement j'ai un style qui peut s'adapter en fonction de justement de ce que j'ai envie de dessiner parce que je suis pas fermé en fait. Je suis pas fermé au manga, je suis pas fermé aux comics, je suis pas. Il y a tout peut être une source d'inspiration. Ça peut être de la musique, ça peut être même quand tu vas dans des musées. Là je pense que le western, enfin le western par exemple. Ouais, parce que, complètement. J'ai eu ma période de Red Dead. Putain le jeu incroyable, t'étais matrixé c'est ça? C'était ma période Red Dead, Django Unchained. Ah ouais non que des trucs de patron, ça Voilà, c'est des non, gros non, trucs. c'est Non ça. ouais c'est vrai. Bon pour finir, c'est déjà fini. Oh, Il y a une dernière question. vite. Ça passe vite. ouais. Moi franchement si je pouvais je ferais l'interview toute la journée. Pas de soucis, vas-y.
Est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur qui arrive bientôt? J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs collabs en ce moment. Là, je suis en train de travailler avec le poteau, le frérot que je salue, Ichiban Japan, Guigui. Il est en train de... Justement, c'est un bouquin sur 72 saisons au Japon. Et en ce moment, je suis en train de faire ces illustrations, parsemer ces illustrations de son bouquin. Et en parallèle, je travaille aussi avec Julien Fontanier, que je salue aussi, big up. Et là, on va sortir un nouveau tableau. Là, on avait bossé sur le tableau des hiragana et des katakana. Donc ceux qui connaissent la langue japonaise peuvent avoir des pistes sur l'idée du prochain tableau qu'on est en train de faire. Et là, je suis en train de finir justement la deuxième partie de mon manga que j'avais fait pour le Tezuka, qui était Akimbo. Et pour le coup, là, ça va être pareil. Comme ce sera dans le même univers que Marekim Pride, mais ça va raconter des choses différentes. On aura le Jigito Cinematic Universe. Exactement. Et là, pour le coup, Akimbo, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Nancy, qui va justement rencontrer sa star préférée, qui est Akimbo, qui est un natif américain, qui fait du rap. Et le truc, c'est que dans la tribu dans laquelle vit Akimbo, et il y a ceux qui le valident, qui disent ouais non c'est lourd ce que tu fais et tout ça, et puis il y a ceux qui il sert de nos traditions pour un peu faire son business. Ouais. Donc voilà. Et Nancy c'est elle, et elle va être comme elle est fan de justement, comme elle est de l'extérieur, elle est pas dans, elle n'a pas cette culture-là des natifs. Des natifs. Donc elle va découvrir que même au sein de sa tribu, qu'elle ne comprend pas que sa star préférée soit critiquée, qui divise autant les gens, et donc voilà. Après c'est cool, non, c'est cool que tu traites de sujets comme ça. Enfin, un natif américain qui fait du rap, tu vois pas ça, tu vois pas ça. Non mais c'est vrai, tu vois pas ça. C'est ça. Non, est-ce que là on voit loin, mais est-ce que tu aurais à peu près une date de sortie, un mois que t'aimerais, pas forcément? Alors, initialement j'avais prévu pour fin de l'année. Mais là, avec tout ce qui est Covid, tout ça, je compte le sortir pour, je pense, d'ici Japan Expo 2022. Tu seras à la Japan Expo 2022? On sera là avec le Fontanier Sensei. Merci Jigito. Merci à vous l'équipe, et merci à tous. Merci encore pour votre accueil et pour les questions. C'est très très lourd. On sent que vous êtes des passionnés, et force à vous, et j'espère que vous irez loin dans vos kiffs. N'oubliez pas de kiffer les gars. Putain, ça nous fait plaisir que tu dis ça. Vraiment, ça fait plaisir que tu dis ça. Parce que... One for all. C'est vous les prochains. Bon Conker, c'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Merci, moi aussi, vraiment, regardez, je suis en mode dresseur Pokémon avec le sac et tout, tu vois. On est là, au milieu de la convention. Ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Écoute, ça va, content d'être à Bourg-en-Bresse, on dit bien Bourg-en-Bresse. Hein. Je sais absolument pas, je suis pas d'ici. Parce qu'une fois j'ai dit Bourg-en-Bresse, on m'a fracassé, tu vois. Ah, je suis pas d'ici, moi. Faut te taper et tout. Bon Conker, Conker d'ailleurs, on va parler de Conker Bad Fur Day, c'est ton jeu préféré, on va parler de la GameCube aussi. On sait que t'aimes énormément la GameCube. C'est la base. On commence simplement, c'est quoi ton jeu préféré sur GameCube? Très bonne question, parce qu'il y en a vraiment des dizaines excellents à la GameCube. Il y a un rapport qualité-jeu, enfin un nombre de jeux qui est assez impressionnant. Franchement, j'allais jeu du cœur, Star Fox Adventure, je vais dire. Et pourquoi Star Fox Adventure? Bah déjà il y a une histoire parce que c'est le dernier jeu de Rare avec Nintendo avant qu'il soit racheté par Microsoft, donc moi ça m'a beaucoup touché. Ouais. Et surtout j'ai trouvé que c'était incroyable parce que déjà graphiquement à l'époque, techniquement il était ouf, genre la fourrure de Fox et tout ça. Et surtout c'était en fait un Zelda-like alors qu'on avait l'habitude d'avoir des shooters, tu sais, Star Fox. J'y connais rien du tout, mais c'est là où il y a une femme Fox entre guillemets, c'est ça? Ouais, voilà, et puis en fait si tu veux t'as surtout... on est sur un action, pas action RPG, mais on est vraiment sur un jeu d'action-aventure. Et ça, c'était assez particulier, assez inhérent à ce jeu-là. Et c'est une réussite totale, quoi. Et il y a ce côté un peu avec le cœur, que ça soit le dernier jeu de Rare. Ouais, parce que toi, voilà, t'aimes énormément Rare, parce que Conker Bad Fur Day, tous les jeux, Donkey Kong Country, je suppose aussi. Ah, j'adore. Donc, ouais. Pourquoi Conker Bad Fur Day c'est devenu ton jeu préféré, et surtout quand est-ce que c'est devenu ton jeu préféré? Alors c'est une très bonne question en fait. Pourquoi c'est devenu mon jeu préféré? En gros je l'ai connu, j'avais 9-10 ans. C'était en 2001 quand il sort le jeu, et j'avais en fait un de mes meilleurs potes de l'époque. Il partait, on allait faire de l'athlétisme ensemble, et quand je revenais chez lui, il avait toujours les dernières consoles, les derniers jeux. Il avait la PS2 avant tout le monde et tout. Et il avait ce jeu Conker, et il me dit Axel, j'ai un jeu, c'est avec un écureuil, c'est n'importe quoi, ça pisse le sang, il chie partout, enfin des trucs de fou. Je dis vas-y montre-moi.
Et en fait, il m'a montré ce jeu-là. J'ai tapé un fou rire du début à la fin chez lui. On jouait, on faisait du multijoueur, c'était les voleurs contre les policiers. Tu devais ramasser le butin et tout, courir derrière. Et c'était un truc de fou. Et l'ambiance m'a tellement impacté, tu sais, quand t'as 10 ans, que tu vois du pipi caca comme ça, un écureuil, tu te dirais jamais ça, tu sais, sur la boîte, que tu vois des souris qui explosent, ça pisse le sang et tout. J'ai adoré ce jeu-là et ça m'a tellement marqué que depuis, c'est devenu mon préféré, je peux le refaire chaque année, je le refais. Chaque année, c'est... Et puis on est d'accord, ça t'a choqué parce que Nintendo 64, console pour enfants, etc. C'est ça? Le contraste. C'est exactement entre Nintendo et Rare. Parce que Rare a toujours proposé des jeux très sympathiques, très gentils, et donc Donkey Kong, comme tu dis, 64 et tout. Bon, il y a eu Perfect Dark, mais bon voilà, 007. Mais c'est surtout que à la base, ce jeu-là devait être vraiment un petit jeu d'écureuil, tout mignon, gentil, Conquers 64, tu vois. Et au final, ça s'est transformé en un gros délire. Le jeu a pas vraiment marché. Le jeu a pas marché, mais on est d'accord que pour beaucoup de joueurs de Nintendo 64 ou même de fans de Rare, c'est un des meilleurs jeux qui est sorti. Ouais, clairement. Alors, j'ai vu quelques personnes qui n'étaient pas fans et tout, ça peut arriver comme tout, mais globalement, c'est un jeu qui a été acclamé par la critique, par le public, et surtout qui est très rare à trouver aujourd'hui en état complet, parce que c'est un jeu qui a été très peu édité, vu que Nintendo ne voulait pas prendre le risque en Europe, par exemple. Et donc, il n'est pas sorti au Japon, faut savoir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? T'as THQ qui est arrivé et qui a dit, ok, let's go, on va l'éditer, le jeu, on va prendre le risque. Et du coup, il y a eu très peu d'exemplaires qui sont sortis. La cartouche valait très cher à l'époque, c'était 800 francs, à l'époque 700 francs, c'était le prix d'une Game Boy. Je suis né après les francs, ça fait combien ça fait combien 700 francs? C'était du 150 €, 160 €, ce qui est énorme pour un jeu vidéo, tu vois. Ouais, surtout un jeu vidéo de l'époque. Peut-être un peu moins, j'ai une bêtise, 120 €, mais ça reste quand même très élevé. Après il y a l'inflation surtout, tu vois, les 100 € de l'époque, enfin entre guillemets les 800 francs d'époque, c'est pas les 800 francs de maintenant, tu vois. Et donc c'était un truc de fou, ma mère elle voulait pas me l'acheter, elle m'a dit Axel jamais je te l'achète, et j'ai dû demander à mon pote qui me le prête pendant des mois et des mois. J'avoue je l'ai pas rendu très vite. D'accord, et ben aussi t'es youtubeur, c'est venu quand YouTube pour toi? Écoute, c'est arrivé en 2014, j'étais en candidat libre, je faisais de la compta, un truc qui avait aucun rapport. Et j'ai dit, tu sais, je croyais que j'avais un peu de temps, le truc à ne jamais faire quand t'es en candidat libre. Et je me suis dit, vas-y, je lance ma chaîne YouTube, je vais tenter, je vais aller acheter des jeux vidéo pas chers. À l'époque, le rétro en 2014, qui avait encore de bons prix. C'était pas aussi démocratique maintenant. Exactement, c'était il y a 7-8 ans. Tu pouvais trouver dans les vides-greniers des Pokémon à 50 centimes, des trucs comme ça. Donc j'amenais les gens avec moi, si tu veux, dans les magasins et tout. Et je disais, voilà, vous pouvez vous acheter des jeux pas chers de Play 1, de 64 et tout. Sauf que je m'attendais pas du tout à ce que la première vidéo marche comme ça. Je dis une bêtise, mais elle a dû faire peut-être 1000 vues, tu vois. Il y avait 100 commentaires, j'étais en folie, tu vois. Ouais, surtout en 2014, c'était. Ouais, voilà. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, tu sais, tu te prends dedans. C'est un peu une drogue YouTube. Après, quand t'es dedans, t'as des commentaires, t'as des gens qui te répondent, t'as envie de faire pour eux, faire pour toi. Et voilà, après la chaîne s'est transformée, c'est passé d'achat jeux vidéo à plus secret, anecdotes, histoire du JV. Et voilà. Là d'ailleurs tes vidéos c'est plus par rapport aux pires jeux de la PS3 par exemple, ou des jeux pas très vendus, etc. Et moi voilà, c'est mon avis personnel, je trouve ça super intéressant que tu fasses ça. Parce que non mais c'est vrai, parce que t'arrives à quand même parler d'histoire de jeux vidéo tout en ramenant du rétro, sachant que je crois que t'as un full set GameCube, c'est ça? Ouais, exactement, full set GameCube, grosse fierté parce que j'ai mis 4 ans pour l'avoir à 5 ans. Ne refaites pas ça chez vous aujourd'hui, ça vaut trop cher la GameCube, c'est n'importe quoi. Mais à l'époque, il y a 4-5 ans, tu pouvais encore trouver des jeux, même il y a 6-7 ans, des jeux vraiment pas chers dans les magasins et tout quoi. Mais ouais, grosse, c'est ma fierté, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont aidé, qui m'ont trouvé des jeux dans toute la France, tu vois, et je les en remercie encore, donc c'est le kiff. Merci Conquerax, merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir interviewé. Moi aussi, franchement, trop. Grave, un grand plaisir. Salut Gero Japan. Salut à toi, bonjour. Bonjour, on vient t'interviewer aujourd'hui, merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Très content d'être au Hashtag Festival parce que c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de venir dans la région. Mais je pense que ça va être une belle convention en tout cas. Donc très content d'être là en tout cas. D'accord, on commence tout de suite. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelle est ta passion en tout cas? Qui je suis? Alors moi je suis, c'est Gero Japan. En fait je suis youtubeur vidéaste depuis 2017. Sur la culture japonaise, je suis un passionné du Japon, donc j'ai eu la chance de pouvoir réaliser 3 saisons, 2 saisons au Japon et une 3e saison en Corée du Sud. Et en parallèle, donc, je partage tout ce qui touche à la culture. Donc ça peut être des choses drôles comme les émissions les plus what the fuck. Ça peut être aussi des trucs beaucoup plus sérieux comme les hikikomori, l'handicap au Japon. Ou même après des trucs un peu plus sur l'histoire des yakuza, l'histoire des samouraïs. Enfin voilà, c'est très varié. Et il va également y avoir une partie dégustation où je teste des produits japonais et aussi quelques recettes de cuisine
assez bonne, comme les ramen qui est juste excellente. Et après, quand j'ai l'occasion de venir sur des conventions comme là, je fais des petites vidéos conventions où je fais des parties cosplay musique, qui généralement est plutôt cool. D'accord, c'est un grand parcours. Est-ce que tu peux nous retracer chronologiquement ton parcours? Quand est-ce que tu as commencé ta chaîne YouTube? On sait que tu t'es marié, etc. Est-ce que tu peux nous retracer tout ça? Alors, tu vas vite fait dans les détails un petit peu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais un rythme de vie qui était... j'étais patron, je bossais comme un gros malade. Et en fait, en 2017, j'ai tout plaqué, j'ai pété un câble, j'ai tout lâché. Et mon meilleur pote m'a dit, écoute, reprends soin de toi, reprends nos passions, parce qu'en fait, quand on était plus jeune, on faisait des vidéos, mais sur Dailymotion. On était un petit groupe de copains, on faisait plein de parodies, des fausses pubs, des trucs comme ça. Et depuis, on faisait plus rien. Donc il m'a dit, vas-y, refais ça, ça peut être cool. Sauf que les potes, eux, ils sont partis aux 4 coins de la France, donc je les voyais plus. Du coup, je lui dis, bon, faut que je refasse la vidéo, mais tout seul, c'est plus compliqué. Et vu que j'étais un grand passionné du Japon, je me suis orienté sur la culture japonaise. Donc je me suis lancé là-dessus en 2017 et alors j'ai commencé à chercher des petits restos japonais, des trucs comme ça. J'avais mon meilleur pote qui était là aussi, donc j'en profitais. Mais le souci, il manquait quelque chose, il fallait que j'aille au Japon. Donc jusqu'au jour où ce qui s'est passé, c'est que fin novembre 2017, j'ai appelé le patron. J'allais embaucher, tout ça, j'appelle le patron et je lui dis, bah écoute, je démissionne à la fin du mois. Donc en fait, c'était aux alentours du 15-20 novembre. Et ouais, en 10-15 jours, en fait, j'ai préparé mon voyage et début décembre, j'étais au Japon. Donc truc incroyable. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est incroyable. Et donc j'ai passé un mois, j'ai fait ma première saison vraiment en mode découverte, je connaissais rien, mais je parlais pas japonais, tout ça, j'ai eu des galères, mais incroyables. Et quand je suis rentré en France, je lui ai dit, putain, grosse déprime, parce que là je lui ai dit, ouais, le Japon c'est incroyable. Et là, je me suis dit, il faut que je retourne au Japon. Donc voilà, j'ai charbonné à fond, mis de l'argent de côté pour pouvoir repartir au Japon et faire d'autres saisons. Chose que j'ai pu refaire en 2018, mais ça a été annulé. Au bout de 10 jours, je suis rentré et j'ai eu trop de galères. Mais en 2019, j'ai pu enfin faire ma vraie saison 2 où je suis parti avec un abonné. Et là, on est parti en trip pendant 1 mois et demi à travers tout le Japon. Ça a été incroyable. Et vu que j'étais pas loin de la Corée du Sud, j'ai enchaîné sur la Corée du Sud où j'ai rejoint un autre youtubeur qui vit là-bas, Laurent Cassia. Et lui faisait son voyage abonné, du coup j'en ai profité pour faire ma saison 3 avec lui. C'est exceptionnel, c'est le rêve de beaucoup de gens. Et voilà, tu peux nous raconter maintenant ton mariage avec une de tes abonnées. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, en fait, j'avais une abonnée japonaise, j'ai pas mal d'abonnés japonais et japonaises qui me suivent. Et j'ai une, en fait, on avait sympathisé, donc elle me suivait depuis les tout débuts de ma chaîne. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, on restait en contact, tout ça, mais sans plus. Et lors de ma saison 2, en avril, en fait, j'étais à Tokyo, et là, elle m'appelle, elle m'envoie un message, elle me dit « Ah, t'es sur Tokyo, est-ce que tu veux qu'on se voit ?» Je dis « Bah ouais, carrément, on va se faire un truc ensemble, on va se faire une journée. » En fait, elle est arrivée, on a fait la journée, et puis finalement, le soir, bon, il s'est passé des trucs, voilà, on a bien sympathisé. Et finalement, elle est restée le reste de mon séjour, et puis voilà, il y a eu vraiment un gros coup de foudre. Un feeling, ouais, exceptionnel. Ouais, voilà, en fait, c'était une évidence, en fait. Donc, du coup, après, on s'appelait, parce que moi, je suis parti faire mon trip, elle est retournée parce qu'elle bossait. Donc, j'ai continué, on s'appelait tous les soirs, tout ça, voilà. Et après, moi, je suis retourné, après ma saison 3 en Corée du Sud, je suis retourné 3 jours au Japon, il me restait 3 jours, je suis retourné au Japon. Et là, on s'est dit, bon, bah, on va se voir, on va faire quelque chose. Donc, on s'était décidé de se mettre ensemble, qu'elle vienne en France en avril 2020. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu passer 3 jours avant de rentrer. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'étais à Japan Expo en juillet, donc j'étais retourné en France et tout. Et là, on m'envoie un message, elle me dit, j'arrive dans 2 semaines. En fait, elle avait pu s'arranger avec son taf pour arrêter son taf plus tôt, tout ça. Et finalement, elle est arrivée le 13 juillet 2019. Et là, ça a été incroyable parce qu'au final, heureusement qu'elle a fait ça, parce qu'elle n'aurait pas fait ça. En fait, elle n'aurait jamais pu venir avec la pandémie. Donc, ça a été, franchement, ça devait se faire comme ça, quoi. Même la veille du 14 juillet, sûrement feu d'artifice, le scénario parfait. Ouais, le scénario parfait. Ouais, t'as eu un enfant avec elle qui est né il n'y a pas longtemps. On s'est mariés, nous sommes mariés donc en 2020, on a réussi parce que c'était pas évident en plus avec la pandémie, on a eu un créneau et on a eu un petit garçon en décembre 2020. Félicitations, franchement ça me fait personnellement, hein, je trouve ça beau comme histoire, tu sais, quelqu'un qui plaque tout du jour au lendemain pour aller vivre au Japon. Alors, l'autre chose qui est moins drôle aussi, mais bon ça j'en parle justement dans la vidéo trailer sur ma chaîne là, que j'ai sorti il y a pas longtemps. En fait depuis 2018 j'ai une maladie. Tu peux nous en dire plus? Ah ouais, bien sûr.
En fait, je cache rien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2017, je vais voir un spécialiste. Il m'a dit arrêtez tout de suite votre boulot. Je pense que ça va pas s'arranger. J'avais un problème au niveau du nez et des sinus. Il m'a dit faut pas laisser comme ça. J'ai laissé traîner 1 an parce que j'avais pas envie de me faire opérer. Et en fait, fin 2018, je me suis fait opérer. Et il y a eu des analyses de fait. Il s'est avéré que j'avais des tumeurs cancéreuses au sinus. Donc à mon âge, c'est très rare parce que c'est plus quand on a 70 ans. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis, je suis suivi. Mais le problème, c'est que cette maladie, donc quand j'ai appris ça, ça m'a anéanti totalement. Et en fait, la communauté YouTube a su me donner la force. Le fait de faire des voyages, de repartir comme ça, de rencontrer des gens, et ça c'est énorme. C'est ce qui m'a aidé à avancer. Puis après, j'ai rencontré ma femme, donc c'est comme quoi en fait, c'est pour ça. Sans viser forcément la popularité sur YouTube, en fait, il y a aussi le côté humain et ça n'a pas de prix. C'est vrai que je sais pas combien t'as d'abonnés, je suis désolé franchement. Je dois avoir environ. J'en ai 2200, donc c'est vraiment dérisoire, c'est rien. Mais pour moi, par rapport à tout ce que j'ai pu avoir, c'est incroyable. C'est ça en fait, parce que 2200 abonnés fidèles, ça donne une force, ça donne une force indescriptible, c'est normal. Totalement. Et c'est vrai que c'est juste incroyable de se dire putain, ils ont été là, ils m'ont soutenu quand j'allais pas bien, tout. Et puis après, de faire des conventions, de rencontrer des gens, et c'est incroyable aussi. Exceptionnel, non, c'est exceptionnel. Franchement, merci Géraud. C'est un plaisir de t'avoir interviewé. T'as une très belle histoire, franchement, je vais pas mentir, t'as une très belle. Je te souhaite que du bonheur avec ta femme et ton enfant, en espérant que ta maladie, ça se soigne, j'espère. J'espère. Là, tu vois, j'ai encore une opération cette année. Là, tu vois, j'en suis déjà à 3 opérations, et peut-être une 4e, on sait pas encore. Franchement, à la fin de l'année. Je te souhaite que du bonheur, que t'es quelqu'un franchement Là, très gentil. le truc, en fait, c'est je kiffe à fond le moment présent et voilà, je kiffe ma passion, c'est pour ça que je m'investis autant là-dedans. Et voilà, l'avenir on verra, on s'en fout, c'est le présent. Merci beaucoup. De rien. C'est un plaisir de t'avoir interviewé. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Après voilà, si vous aimez le Japon, n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Et puis sachant que je suis aussi sur Twitch, je fais aussi du gaming et j'ai une chaîne lifestyle aussi, donc pour le délire quoi. Franchement, c'était un plaisir de t'avoir interviewé. Merci beaucoup. De rien. Merci. Bon, là on se retrouve avec Fildron Gascon. Il a bien prononcé mon pseudo et ça c'est rare. C'est assez rare qu'on prononce bien. Merci beaucoup. On dit quoi comme d'habitude? On dit Ascoons, Ascu, Ascum, mais ça c'est bon ça. Bon, quand est-ce que pour vous ça a commencé YouTube? Début 2015. Ah putain, c'est vieux. Hein. C'est pas vrai, toi c'est plus avant toi. Non, début 2015. Ah, sur Pokémon Trash ou sur ma chaîne YouTube perso? Bah t'as tout. L'aventure YouTube quand t'as commencé sur Pokémon Trash. En fin 2013. Décembre 2013. Et toi, Ascat? Et moi du coup c'est, j'ai pas les dates exactes, je crois que c'est 2015. T'as commencé avec Trash? Ça c'était fin 2015. Fin 2015 du coup, avec Trash on a commencé voilà. Enfin, Pokémon Trash. je faisais déjà des trucs avant de mon côté. Tu faisais un film. J'ai fait un film sur Trash à l'époque, sur Pokémon Trash, mais avant j'avais fait des tutos sur internet. J'avais fait un tuto à plus de 100 000 vues. Sur comment installer Snake, mais est-ce que je me considérais youtubeur à l'époque? Pas trop, non. Mais c'était ton rêve toi? Ouais, vraiment. Toi non, toi je sais très bien que non, pas du tout. Mais moi j'ai commencé YouTube à l'époque où on pouvait déjà prétendre à devenir youtubeur, ça avait un nom, tu vois. Alors que lui, non. T'étais dans les premiers à prétendre quand même. Ouais, je pense, ouais. Fildron, tu parles beaucoup de Pokémon. Oui. Est-ce que tu pourrais présenter ton jeu Pokémon Tales of Dawn? Est-ce que tu as une date approximative de sa sortie? C'est très bien, c'est très sérieux, très sérieux.
Tales of Dawn est un jeu Pokémon qui se passera dans le Kalos du passé, donc plus ou moins inspiré de la France du passé. Et ça, on se base sur les périodes autour de l'édification du royaume franc, le premier du nom, donc autour de Clovis. Et ça reprend en fait un peu l'histoire d'AZ en fait. Ça va se passer à peu près à cette période. Donc quand AZ a justement unifié la région. Et voilà. Donc c'est un jeu médiéval avec des Pokémon. Et une date de sortie quand ce sera prêt. J'ai pas de date de sortie parce que c'est un jeu bénévole, fait complètement bénévole, que ce soit par moi ou par l'équipe. Et du coup, le développement est long et ça prendra le temps que ça prendra. Je pense que ce sera pas avant 2023 de toute manière et ça doit sortir en 2025, ça sortira en 2025, j'ai aucun souci. Ça sortira quand ça sortira. Donc. Est-ce qu'il y aura des références à tes let's play, etc. ou ça sera un jeu vraiment terre à terre, sérieusement C'est une super question. Il y aura des références au let's play, mais comme le jeu c'est un jeu qui se veut 100% sérieux, vraiment 100% sérieux, les références seront assez cachées. Okay. Par exemple, une référence dont je peux te parler, par exemple au niveau de Azumarill et Ligatron, qui est un fameux diptyque de toute ma communauté, tu auras deux villages qui sont des villages rivaux. Un village en fait qui sera un village qui vénère un protecteur des rivières et tout, qui se révélera être Azumarill, et un village qui révère plus une sorte de divinité des champs qui se révélera être un Eliatron. Mais il n'y aura pas le nom Bitantron, Bitambois, il n'y aura aucun truc, il n'y aura rien. Mais tu vois, voilà, ce sera subtil et c'est ça. Mais par exemple, pareil, toute la thématique du légendaire se passera autour d'une sorte de légende avec un roux carnage sacré qui est un autre. Mais il n'y aura pas de référence à mes let's play. Pas de référence directe. Les thématiques, c'est ça. Ouais, c'est pour les fans. Les fans comprendront et ceux qui ne connaissent pas ma commu pourront jouer et il n'y aura aucun souci. C'était ça qui était important. Askens, tu proposes beaucoup de jeux anciens sur DS. Tu parles beaucoup de DS, je trouve. Ouais. C'est mon avis. Qu'est-ce que tu penses de cette console ? Bah moi je sais que c'est la console de mon enfance. En vrai j'avais quel âge quand est sortie la DS? Je devais avoir 7 ans. Et je trouve qu'à 7 ans c'est l'âge où tu fais vraiment ta culture du jeu vidéo, où tu es suffisamment intelligent pour comprendre les jeux, mais quand même suffisamment con pour apprécier un peu tout n'importe quoi qui passe par la main, tu vois. Alors que quand j'étais plus petit je jouais à la Game Boy Advance et j'appréciais tout mais je comprenais pas grand chose, tu vois. Et donc non, la DS pour moi c'est une console qui m'a beaucoup marqué, qui a plein de références dessus, et pour autant je déteste cette console sur plein de points. Notamment, j'en ai marre des jeux tactiles, j'en ai marre. On est d'accord. C'est lourd, vraiment. Alors que du coup, dès que je joue sur une autre console, genre Game Boy Advance, etc., je kiffe parce que c'est trop agréable et tout. Mais bon, voilà, c'est la console de cœur, c'est un mème quasiment pour moi cette console. Voilà. T'as un jeu préféré dessus ? Je vais te dire Pokémon en vrai, hein, mais bon. On enlève les Pokémon. On enlève les Pokémon. WarioWare, en vrai, c'est vraiment un des meilleurs, je pense. D'ailleurs, t'as fait une vidéo sur Switch. Pourquoi WarioWare ne devrait pas être sur Switch, c'est ça hein ? En fait, j'ai vu la vidéo, je pensais que du coup, avec le titre, t'allais dire que c'était pas bien. Et en fait, ta vidéo, c'était en mode, c'est trop bien. Non, ouais. Non, c'est un avis partagé. Ça. Non, t'es hyper positif sur le jeu. Tu m'as donné envie d'y jouer, je l'ai pris à cause de ta vidéo. Bah oui. Putain, t'es un influenceur, Askens. Moi j'ai trouvé. Non, c'est juste je voulais questionner un truc en mode. J'aimais bien, mais il y avait une sorte de flou un peu chelou sur le jeu, tu vois. C'est sûr que le problème, c'est que sur YouTube, si tu fais un titre en mode WarioWare, ce jeu est trop bien, tu sais que tu vas faire 2 fois moins de vues, littéralement, tu vois. Non, puis là, les gens se disent au moins, voilà, il y a une petite partie de la vidéo, j'en parle, hein, de côté des points négatifs et tout du jeu, tu vois. Après, sur toutes tes vidéos, tu parles d'aspect positif et d'aspect négatif. Ça dépend des fois. Ça dépend, non, mais il y a des non, mais les bons jeux, je parle des bons jeux. Non, les jeux pourris. Alors non, les jeux pourris, à chaque fois, je me force à faire genre, je trouve que les contrôles sont correctement acceptables et cette fenêtre est jolie. Et tu sais, quand vraiment j'ai rien comme info. Putain, mais non, vous savez que dans ces vidéos, il ment, il fait exprès. Mais non. Des fois, je vais dire genre, oh, ce pixel marron, c'est très bien choisi quand j'ai rien à dire de bien sur le jeu, tu vois. Mais au moins, je veux pas passer pour un mec qui fait que cracher. Non, en gros, à chaque fois, t'essayes de trouver un aspect positif, même si c'est pas la vérité. Dernière question pour Fieldrong, ça sera quand le prochain tournoi de la communauté salée? La PSL? Oui. C'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît. La prochaine PSL, le problème c'est en fait la PSL j'ai arrêté ça, pas parce que je voulais plus mais à cause du Covid.
Et en fait, j'attends d'être vraiment sûr de pouvoir le refaire parce que si j'organise et tout, c'est assez chiant à organiser. Donc si j'organise un truc et que genre il y a une histoire de, je sais pas, 5e vague ou machin. Donc j'attends un peu de voir comment ça va se passer. J'attends un peu et puis j'espère en faire une en 2022. Mais normalement je faisais ça genre en février, là ce serait peut-être plus genre en juin pour vraiment attendre le plus longtemps possible avant d'en faire. Mais je vais en faire une, ouais. J'aimerais bien louer une salle pour faire ça sérieusement et tout. Puis le problème aussi que j'ai avec la PSL, ça m'arrange d'attendre, c'est que actuellement avec le timer on peut pas faire des games bien en compétitif sur Switch. Parce que tu as 20 minutes maximum et un match de haut niveau ça dure pas 20 minutes sur Switch. Et du coup le temps qu'on puisse retrouver ça peut-être avec les remakes, on sait pas. On sait pas du tout comment ça va être avec les remakes. Donc peut-être qu'il y aura à nouveau les timers rallongés. Et là ce serait bien. Et sinon il va falloir que j'organise ça pour faire ça directement sur simulateur. Donc où là il faudra des ordinateurs portables et tout. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc pour commencer, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Richard. Donc Richard, on voit que tu as une boîte à musique, tu peux nous jouer un morceau? Bah bien sûr, j'ai juste à sélectionner une piste de mon côté et puis c'est parti. C'est un truc de fou en vrai. Donc comment est-ce que c'est toi qui l'as créé ce truc? Alors l'instrument de musique non, c'est russe. Après le cosplay de moi avec un pote, moi je voulais faire un cosplay depuis un moment et je voulais que ça soit un cosplay musical avec ma boîte à musique. Et dans Zelda il y a un personnage qui est dans le moulin, qui s'appelle Gourou. Et on s'est dit... je te coupe, c'est celui du chant des tempêtes, c'est ça? C'est ça, exactement. Et pour le coup je me suis dit mais il faut qu'on fasse ça. Et en vrai d'après toi comment ça fonctionne à l'arrière? Je suppose que tu dois avoir un truc qui tourne ça, je sais pas en fait. C'est ça, en fait c'est tout con, c'est une poubelle de base. Incroyable. Et il y a une planche en bois avec un moteur de perceuse qui fait tourner juste un tube. Ben non mais c'est cool de fou franchement. Et puis bon, on voit ton t-shirt, aux OST que tu joues, que t'es un grand fan de Zelda. Oui. C'est quoi ton Zelda préféré? Alors mon Zelda préféré ça doit être Wind Waker parce que c'est le premier que j'ai vraiment fini et touché. Après il y a Breath of the Wild qui est aussi très à part. Et clairement qui a donné un nouveau souffle à la série. Un nouveau souffle, ouais, une renaissance un peu de la licence. Ouais. Ok, d'accord. Et ben merci, franchement on trouve ton cosplay énorme. Et c'est un plaisir de t'avoir interviewé. Ben, je vous remercie. Juste, je me permets un petit mot. Je gère une association qui est sur cet événement. Ouais. Et ça s'appelle la Team Javras. On fait des fictions gratuites audio. D'accord. Donc, n'hésitez pas. Cool. Ouais, c'est cool. On verra. C'est sur SoundCloud, c'est sur YouTube, c'est sur quoi? C'est sur YouTube, Deezer, Spotify, podcast. Et ben franchement, moi ça m'intéresse. On regardera. Tu parles de quoi un peu? On fait plein de fiction. En fait, c'est des histoires juste en MP3 comme Netflix, mais sans images. Ouais, un peu comme. Je vais comparer avec l'épopée temporelle de Cyprien. Exactement. Sauf que moi, je fais ça depuis 2008. Donc. On se retrouve maintenant avec le doc et Maxime, Flippies sur YouTube. Flippies, Maxime, je sais pas. Comme tu veux. Bah, Flippies. Et bah, j'ai fait l'archipel Chabondi avant, qui était une chaîne dédiée à One Piece, qu'on a transformé en archipel Otageek pour parler de plus généralement de pop culture. Donc toujours de One Piece, mais de manga en général, aussi de Marvel, de DC, voilà. Première question pour le doc, quand est-ce qu'a commencé ton aventure One Piece et est-ce que tu pensais être un fan hardcore quand t'as commencé? Alors oui, alors j'ai commencé mon aventure One Piece il y a très longtemps, je l'ai commencé en 2003 quand j'étais à l'armée. Je me faisais chier, je lisais des mangas et j'ai vachement accroché à One Piece. C'est surtout le fait de, comme je t'avais déjà expliqué, c'est le fait de lire, rigoler, pleurer plusieurs fois de suite et c'était absolument dingue. Et après je suis parti vivre au Canada. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Canada et comme j'avais personne avec qui parler de One Piece, j'ai créé une chaîne et ça a marché. Mais c'est cool que ça a marché. Et toi, du coup, je suppose que t'as vu One Piece aussi. Comment t'as commencé One Piece? De base, j'aimais pas du tout One Piece. Quand j'ai commencé l'animé, c'était avec le CP9 et j'aimais pas les dessins. Je me disais, c'est bizarre, c'est corps. Je commençais tout juste Naruto à l'époque. Et finalement, les choses sont passées. J'ai acheté un tome complètement au pif, c'était Marineford. J'ai rien compris quasiment. Mais je me suis dit, mais c'est ouf tout ce qui se passe. T'es un boucher. Je sais pas, ouais, j'ai acheté, c'était le dernier tome sorti, je l'ai pris au hasard. La couverture, je la trouvais cool. Et j'ai vu tout ça et j'ai fait, mais incroyable. Et du coup, j'ai recommencé depuis le départ et petit à petit, j'ai recollé les wagons et j'ai adoré. Ok, d'accord. Et ben en vrai, les questions peuvent s'adapter à vous deux, donc on va poser les mêmes questions. Donc,
en ce moment, qu'est-ce que tu penses de One Piece comparé aux autres arcs par exemple? Comparé maintenant Wano à Marineford par exemple. Il y a une grosse hype sur One Piece et Wano, c'est vrai que c'est assez fou. Mais vu que je suis en train de tout refaire avec mon fils, d'ailleurs qui est arrivé maintenant à Whole Cake, eh ben, je m'aperçois que Whole Cake est un très bon arc, mais il y avait des arcs qui étaient quand même aussi bons avant. C'est vrai qu'il est en train de jeter l'ombre sur quelque chose parce qu'il y a vraiment une hype qui est en train d'exploser. Mais dans la globalité, c'est un arc qui est bien comme les autres. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Sur Wano, je dirais que c'est un peu un chouïa long. Des fois, ça manque de concision, mais globalement, c'est incroyable. Et ce que j'aime bien avec Wano, qui n'est pas vraiment de l'histoire, mais c'est que pour l'instant, on n'a eu aucune annonce de ce qu'il y a après. Alors que quand on regardait Whole Cake, on était là, ouais, mais après Whole Cake, il y a Wano. Après Whole Cake, on retrouve Zoro. Alors que là, on sait pas, et je trouve que ça joue beaucoup dans le fait d'apprécier Wano, parce qu'une fois que Wano sera terminé, on se doute un minimum, mais officiellement, on sait pas du tout ce qui arrive et c'est très plaisant. Je rebondis là-dessus, c'est vraiment très bon parce que c'est vrai que Whole Cake a été pourri parce qu'il y a eu le teaser de Wano. Et pour ceux qui ont connu Marineford à l'époque, on ne savait pas ce qui allait se passer après et c'était absolument incroyable quoi. Et oui, il y a cette effervescence qui est pas mal. Donc, à part One Piece, est-ce que vous êtes fan d'autres mangas? Toi, je sais que oui, du coup, mais c'était plus la question pour le doc. Est-ce que, à part One Piece, il y a un manga que t'aimes énormément? Ouais, bon. Cette personne fait des expos sur d'autres mangas quand même. Hein. Là, on est derrière. Il y a l'épée de Guts juste derrière, mais. Ouais, voilà, c'est ça. Non, il y a plein d'autres choses. Mais c'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'en ce moment, je suis tellement à fond sur One Piece que c'est vrai que ça a tendance un petit peu à occulter des choses qui sont à côté. Par exemple, tiens, regarde, tu t'en parlais tout à l'heure et c'est étonnant, mais j'ai hâte que mon fils finisse Naruto Shippuden pour commencer à découvrir avec lui Boruto. Ah non, c'est cool. Et puis c'est Academia que j'ai bien aimé aussi. Ah bah voilà, My Hero c'est le feu, vraiment. C'est le feu. C'est un des seuls, autant Demon Slayer, Jujutsu, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. J'ai l'impression de voir des Naruto-like, sauf que c'est des persos différents. Autant My Hero, il y a un charme, je trouve, qui est incroyable. Ça fait comics un peu. Tu vois, il y a cet esprit de héros, de comics. Il y a cet esprit comics, mais surtout ce que je trouve, contrairement à Jujutsu ou par exemple Demon Slayer, Naruto, à la fin d'un arc, il y en a un autre qui commence, mais on n'a jamais l'impression de voir. On sait qu'il y a un grand méchant qui finira par être battu, mais on ne sait pas où ça va. My Hero, dès le départ, on sait où ça va, et c'est super appréciable, je trouve. C'est vrai, c'est une bonne analyse. Et Radiant. Radiant aussi, Radiant, c'est excellent. Mais on en parlait tout à l'heure, j'étais en interview avec Jigito, on en parlait d'un travail incroyable. Un travail incroyable, Radiant s'est fait. Le maire, je ne me rappelle plus. C'est Dreamland. Dreamland aussi. Voilà, donc bravo. À part, est-ce que vous êtes fan des théories One Piece? Est-ce que vous les trouvez crédibles? Oui, toi, je sais que oui, mais non. Bah non. Mais non, j'arrête de faire des théories. En vérité, faire des théories, c'est se gâcher le plaisir de la découverte. Je fais des théories en disant il va peut-être se passer ça, mais je suis pas sur une optique de trouver absolument la fin, trouver absolument la vérité. Je trouve que malheureusement, à un moment, on a été à la course à la théorie, je l'avoue pleinement, mais depuis ce qui s'est arrivé avec le chapitre 900, où ça a été vraiment un scandale innommable, je me suis dit, mais en vérité, tu es en train de te gâcher vie One Piece à la semaine. Mais voilà quoi, et vie One Piece par tome. C'est une autre lecture. Ouais, c'est vrai que là je donne mon avis, mais c'est vrai que lire chapitre par chapitre, des fois tu restes un peu sur ta faim. C'est pas assez. Ouais. Tu restes un peu sur ta faim. Et au-delà du fait qu'il n'y ait pas assez de pages par semaine, c'est surtout que justement c'est par semaine. Et la lecture d'un tome avec les chapitres se fait sur 2 ou 3 mois, alors que le tome peut se faire en 1 heure si on a envie de la faire en 1 heure. Et la perception de l'œuvre du coup est complètement différente à cause de ça. En fait, je trouve que lire semaine par semaine, ça amène à des théories des fois qui n'ont aucun sens des fois. Je sais pas si vous êtes d'accord. Alors du coup je suis d'accord avec déjà le doc pour dire que les théories c'est un peu saoulant. Ouais. Et je pense qu'on arrive à un moment de One Piece où il n'y a plus grande théorie à faire. Après Wano, ça sera les derniers arcs. On aura tous les secrets qui vont être révélés. Ça sert à rien de savoir si Sanji il est à demi-homme poisson et qu'il maîtrise le haki des dieux. On s'en branle, on aura la réponse bientôt. Et voilà. C'est exactement ça. Ouais. Le doc, quand One Piece ça sera fini, comment tu vas te sentir? Qu'est-ce que tu feras après? Ce sera quoi l'après One Piece pour toi? Mais justement, j'arrête pas de le dire en convention, l'après One Piece sera le début de One Piece. Une fois que One Piece va être terminé, en vérité, à partir de là, tu vas pouvoir reprendre toute l'œuvre depuis le début, la recomprendre, refaire une analyse et expliquer aux gens comment on a vécu la chose. C'est-à-dire que une fois que Star Wars a terminé, c'est à partir de là qu'il a explosé. Et il y aura... Alors, je ne veux pas qu'on ait un One Piece super ou un truc comme ça. Mais par contre, le fait de faire des romans, de faire des trucs sur des histoires d'autres personnages, je veux dire qu'avec One Piece, il a créé un monde
tellement dense, tellement homogène. Un univers entier, un univers entier. Qui a tellement comme choses à faire. Ah ouais, franchement, c'est même chiant. C'est comme... Ouais, c'est chiant parce que je peux pas faire autre chose. Moi, je veux faire une chaîne pour parler d'autres mangas, d'autres animes. Mais je peux pas parce que y a trop. Il y aura plein de choses à analyser, justement, on dit les théories, là tout le monde est tout le temps là avec les foreshadowing. Mais justement, quand tout sera terminé, on pourra se dire ah ouais, là il y avait on verra, là c'était peut-être que du hasard, mais là il y a ça, on aura une analyse globale. Et je pense que ça sera aussi intéressant de voir si One Piece, oui, elle va survivre à sa fin, mais comment elle va y survivre? Est-ce que par exemple, pour comparer avec Dragon Ball, qui est super, cartonne encore aujourd'hui, ouais. Mais est-ce que One Piece va avoir le même traitement ou comme Tintin en BD, ou est-ce que ça va un peu diminuer justement parce que l'attrait porté trop sur le suspense et que sans ça aura du mal à survivre? Je suis curieux de voir comment ça va survivre. Merci, c'était un plaisir de vous avoir interviewé. Donc là, on se retrouve avec un membre du staff de la Hashtag Festival. Tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Nabil Abdelawi, j'ai 17 ans. Je suis en terminale accueil au lycée Marcel Pardet sur Bourg. Et du coup, j'ai été recruté ici en tant que bénévole pour le week-end. En fait, c'est un responsable de mon lycée qui a été contacté par le festival. Et du coup, vu que je suis en classe d'accueil, du coup, ils ont directement passé à la classe d'accueil et du coup, je suis venu là. Donc là, on est à peu près à la moitié de la journée. Tu as fait quoi pour l'instant aujourd'hui? On t'a mis quelle mission? Alors aujourd'hui, dans un premier temps, je suis allé dans l'espace VIP Presse. Donc vous avez été. Ouais, on t'a vu. Ouais, voilà. Donc ma mission, c'était d'accueillir les gens, de leur demander s'ils étaient cosplayers, VIP, presse, etc. Et leur donner des cadeaux, en fait, des sacs en fonction de leur rôle entre guillemets. Ouais, soit presse, soit invité. Ouais, voilà. Et puis un peu de surveiller la salle pour voir si ça se passait bien, s'il n'y avait pas des gens qui n'étaient pas censés être là, qui rentraient et tout. Puis voilà, de gérer un peu la salle et les flux, quoi. Après là, on voit que tu es à l'accueil. Tu fais quoi ici à l'accueil? Là, pour l'instant, vu que c'est un peu plus cool, tranquille, parce qu'en fait le rush, en fait, c'est plus le matin, on nous a expliqué. Là, du coup, je donne des programmes aux gens, à ceux qui n'en ont pas eu. Je reste là s'il y a des demandes, des questions. Donc voilà, je me balade un petit peu, quoi. Ouais. Bon bah merci Nabil, bon courage pour la fin de journée et puis merci d'avoir répondu aux questions. Allez, présente un peu le steampunk, allez. Alors le steampunk, l'univers de Jules Verne, j'espère que vous connaissez Jules Verne. Certains d'entre vous l'ont peut-être lu. Alors le steampunk, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, un monde parallèle où le pétrole existe, mais l'humain ne sait pas l'utiliser. Donc pas de carburant, pas de matière plastique. Le monde a évolué dans le temps. Oui. La maison de retraite vous appelle, mon ami. Il faut rentrer maintenant. Oui, c'est vrai que... Le potage, c'est pas bon quand c'est froid. On est d'accord. Donc nous voyageons aussi bien dans le temps que dans le présent, dans le futur, donc le temps. Et c'est un monde parallèle où nous continuons à vivre et nous créons des machines qui fonctionnent à la vapeur. Donc le mot steampunk, ça sera à vous de découvrir dans les livres. Donc voilà. Donc nous avons avantageux car il n'y a pas besoin d'être beau, comme vous pouvez le constater pour exactement. Participer à cet univers. Donc vous voyez, il y a plusieurs types de personnages. Donc ce n'est pas du cosplay. Parce que le cosplay, c'est costume player, c'est pour ressembler à un personnage qui est existant. Alors que là, non, ce sont des personnages vraiment personnels. C'est notre... Voilà, exactement. C'est moi qui tiens... Attendez, c'est moi qui tiens la bête. À qui il faut parler à la bête? C'est le cinéma qui va s'inspirer de nous. Voilà. Bientôt. Je voudrais vérifier que vous ayez bien traversé les époques correctement. C'est bon? Tout va bien, tout va bien. Voilà, donc nous avons Juliette Vernette, la petite fille de Jules Verne. Voilà. Et donc nous avons la Blast parmi nous. Donc qu'est-ce que la Blast? Si fait. Eh bien mon ami, nous sommes partis, mais donnez-moi cet appareil, c'est invraisemblable, lâchez votre pipe mon ami. Nous sommes partis d'un constat absolument effrayant. Figurez-vous quand vous voyagez, n'est-ce pas, quand vous voyagez à l'étranger, si vous arrive une tuile, vous avez Europe Assistance. Si vous voyagez dans le temps, mon ami, que faites-vous? Vous êtes bien marié car vous n'avez point d'aide. Et bien maintenant vous avez la Blast, la brigade légère d'assistance aux sauteurs transdimensionnels. Donc vous avez ici une opératrice tout à fait compétente, Céleste Coquemille. Céleste, pouvez-vous nous dire quelques mots? Bon, ça suffit Céleste, ce sera suffisant, merci. Et donc la Blast intervient en toute époque pour se porter au secours des individus en difficulté. Vous êtes au Crétacé par exemple, vous commencez à avoir des migraines classiques après un voyage temporel. Vous dysphasez, nous arrivons. Tout simplement, voilà. Appelez-nous.
On se retrouve pour cette fin de journée du hashtag festival. On a tous kiffé, je crois, ici. Ah, bien sûr, c'était incroyable. C'était vraiment génial. Ouais, journée de fou. Franchement, journée de fou. Moi, j'ai kiffé faire ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère qu'on aura la chance de le refaire un jour. Et puis, on remercie Jigito, Conquerax, Fildron, Gaskuns et tous les autres que j'ai pas cités. On remercie aussi Nabil, qui est un membre du staff qui a accepté gentiment de se faire interviewer. Et puis, voilà, on espère que vous allez vous abonner à la chaîne, que vous allez aimer nos vidéos. Mettez un pouce si vous aimez la vidéo aussi. Non, n'hésitez pas à commenter, nous dire si vous étiez allés. On remercie aussi les organisateurs du hashtag festival. C'est leur première édition et franchement, on a été tous surpris, tous agréablement surpris. Super sympa, très gentil et puis on est des mecs en or en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur la chaîne Spade Society.